Retour vers le futur. Tu connais le film certainement, tu l'as peut-être au moins vu une fois, peut-être même 10 fois. Peut-être que tu connais les répliques par cœur, la DeLorean, le Doc, Marty McFly, les 88 miles par heure, un classique. L'un de ces films qui traverse les générations sans prendre une ride. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que derrière ce chef-d'œuvre se cache une histoire complètement dingue. Un acteur principal viré en plein tournage, un titre catastrophique proposé par le studio, des journées de travail de 20 heures d'affilée, 40 refus avant que le film ne se fasse et un chimpanzé qui devait accompagner le Doc Brown. Oui, tu as bien entendu, un chimpanzé. Je vais t'expliquer 2-3 anecdotes sur le film si t'es d'accord. Je dis pas que tu ne connais rien, je dis juste que tu ne connais peut-être pas tout. Hasta la vista, baby. 24 sur 2, 3e. Je le rappelle, vous dites que je le rappelle, combat ça. C'est jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Pivotez. Alors? On n'attend pas Patrick? L'idée du film vient de Bob Gale, le scénariste du film. Un été, il repart chez son père, il commence à fouiller dans les affaires de celui-ci et il retombe sur le yearbook du père. Le yearbook, c'est un livre qui recense tous les événements qui se sont passés durant la dernière année d'un lycée, ainsi que les noms et les photos de tous les élèves qui y étaient. Il regarde donc le yearbook, il le feuillette un peu, il remarque que son père avait été élu président de sa promotion à l'époque. Bob Gale réfléchit alors au président de sa propre promotion et il se rend compte que le mec, il ne peut pas le biffer. Et là, il se demande, si son père et lui avaient été dans la même école au même moment, est-ce qu'ils auraient pu s'entendre ? L'idée en tête, le scénario est écrit et montré à près d'une quarantaine de maisons de production, qui le refusent toutes. Cependant, Gale, le scénariste, et Zemeckis, le réalisateur du film, ne se laissent pas démonter et vont le présenter à Spielberg, parce qu'ils veulent son avis. Ils m'ont donné le scénario et m'ont dit « Personne ne comprend cette histoire, peut-être qu'on est dingue. Tu veux bien le lire, nous dire ce que t'en penses ?» Steven Spielberg, il aime bien, il est emballé. Il a envie de le faire, il est prêt. Seul petit bémol, Zemeckis et Gale n'ont pas envie d'être associés à Steven Spielberg pour la réussite de leur projet. Ils ont envie de pouvoir montrer qu'ils sont légitimes, que ça vient d'eux, et que ce n'est pas le piston de Spielberg qui les a aidés. Ils décident alors de ne pas impliquer Spielberg. Malheureusement, sans Spielberg, les maisons de production ne sont plus autant intéressées par le projet. Bah ouais, si Steven Spielberg n'est pas là, le projet perd son intérêt. Les deux amis n'ont pas d'autre choix que de mettre le projet sur pause, pendant une période encore indéterminée. En attendant, Zemeckis se lance sur un autre projet, un film nommé « À la poursuite du diamant vert ». What went wrong? I'll tell you what went wrong. First of all, guess who else is here? You're dead right, Solo. Le film est un succès et le réalisateur se sent alors enfin beaucoup plus confiant. Il se sent légitime de recontacter Steven Spielberg pour lui demander si le projet l'intéresse toujours. Et coup de chance, c'est toujours le cas. La pré-production de Retour vers le futur, premier épisode, débute enfin. Avec eux Universal et son président Sid Sheinberg qui embarquent dans l'aventure. Le film peut enfin se faire, mais Sheinberg a des idées et pas des moindres. Sid Sheinberg regarde le scénario et lit le titre « Retour vers le futur ». Il n'aime pas. Un titre avec le mot « futur » dedans, ça peut pas fonctionner. C'est pas assez accrocheur, pas assez vendeur. C'est destiner le film à un échec commercial. Non, lui, il a une meilleure idée. Il propose d'appeler le film « L'homme de l'espace venu de Pluton ». Ouais, ça sonne tout de suite beaucoup mieux, oui. Inutile de dire que Zemeckis et Gale ont flippé. Hors de question que le film ne s'appelle comme ça. Ça, oui, c'est voué à un échec commercial, c'est certain. Zemeckis appelle Spielberg à l'aide et lui expose le problème. Spielberg, lui, il reste très calme et détendu. Il a une stratégie. Il appelle Sheinberg et il lui dit « Sid, ta blague pour le titre du film, elle était hilarante. Non mais vraiment hyper drôle. » On va pas se mentir, Sheinberg s'est un peu vexé. Embarrassé par l'humiliation de Spielberg, il lâche l'affaire. Cependant, un autre point sur lequel il ne lâche pas l'affaire, c'est le compagnon du Doc. Dans le scénario original, ce n'est pas un chien qui accompagne Doc, c'est un chimpanzé. Sheinberg insiste. Non, un chimpanzé c'est n'importe quoi. Un chien. Einstein sera un chien. Et il faut bien admettre que sur ce point, il a eu raison. Mais ce n'est pas tout d'avoir un bon scénario. Encore faut-il avoir de bons acteurs. Le choix principal de l'équipe, c'est Michael J. Fox.
Seul petit bémol, l'acteur est déjà pris sur un autre tournage, celui de la série Sacrée Famille. I don't believe this. You just drank a whole bottle of vanilla extract. I'm sorry, did you want some? No, I didn't. La production va donc voir le réalisateur de la série et tente de négocier avec lui. Mais le réalisateur ne veut rien savoir. Michael J. Fox est déjà pris et c'est comme ça, un point c'est tout. Ils m'ont proposé le scénario dès le départ, j'avais déjà fait des films pour ados, mais j'avais un contrat avec Gary et il ne pouvait pas me libérer. Il m'a dit que ce ne serait pas possible. Très bien, forcé d'accepter la défaite. Après tout, le tournage de Retour vers le futur a une deadline de début de tournage et on ne peut pas la dépasser. Sinon, le projet est annulé. Ils sont donc obligés de trouver un autre acteur pour Marty McFly. Et ce sera Eric Stoltz qui obtiendra le rôle. L'acteur est très bien. Cependant, il lui manque une petite touche un peu fun. Quelque chose qui fait ressortir le côté humoristique du scénario. Zemeckis et Gale en sont certains. Il faut absolument Michael J. Fox, c'est la seule possibilité. À deux, ils retournent voir le réalisateur de Sacrée Famille et le supplient d'accepter au minimum de donner le scénario à Michael J. Fox pour qu'il puisse au moins le lire. Coup de bol, le réalisateur accepte, il donne le scénario à Michael le lit, il adore, il est emballé, il veut bien participer. Très bien, ça c'est fait. Mais le réalisateur de Sacrée Famille dans tout ça? Eh bien, le réalisateur de Sacrée Famille, il accepte, mais à une seule et unique condition. Ce sera un retour vers le futur de s'accommoder aux horaires de Sacrée Famille et pas le contraire. Quant à Michael J. Fox, il est d'accord de se plier à l'exercice. Il débute alors un rythme de journée complètement folle. De 10h du matin à 17h, il est sur le tournage de Sacrée Famille. À 18h, il part sur le tournage de Retour vers le futur et il y travaille jusqu'à 4h voire 5h du matin. Ensuite, il rentre chez lui, il prend sa douche, il dort, puis il retourne à 10h du matin sur Sacrée Famille. Je vais probablement travailler jusqu'à 4h, 4h30 du matin, et puis je dormirai jusqu'à 6h environ. Bon, pour en revenir 2 minutes sur le point Eric Stoltz, il y a une info que je ne vous ai pas donnée. Il est possible aussi que le fait qu'il ne s'entende pas tellement bien avec l'équipe ait probablement joué sur le fait qu'il ait été viré. Ce n'est pas la seule raison, mais ça a certainement joué. Comme je vous l'ai dit, c'était un acteur qui était très impliqué dans son travail. Tellement impliqué qu'il demandait à ce qu'on l'appelle Marty McFly, même en dehors des heures de tournage. À titre d'exemple, il ne répondait jamais quand on l'appelait par son vrai prénom sur le plateau. À tel point que quand on a appris à sa costard, l'acteur qui jouait Doc Brown, qu'Eric Stoltz avait été viré, il a répondu « C'est qui Eric ?»« Ah, lui ! Ah mais moi j'ai toujours cru que le mec s'appelait vraiment Marty !» En ce qui concerne le Doc que l'on connaît, Christopher Lloyd, c'est bien lui qui avait été approché en premier lieu. Sauf que malheureusement, il avait refusé le projet. Ça ne l'intéressait pas tellement. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était du théâtre. Il faudra que ce soit un ami à lui qui lui rappelle que le secteur dans lequel il a décidé de travailler n'est pas un secteur assuré et que refuser un travail, c'est pas toujours une bonne idée. Christopher Lloyd accepte de lire le scénario et puis de rencontrer Zemeckis. Et la suite, eh bien vous la connaissez. La sortie du film est un succès incontestable, le succès que vous le connaissez toujours d'ailleurs à l'heure actuelle. Universal, la société de production, va voir Zemeckis et Gale et il leur dit « Les gars, c'est génial, il nous faut un deuxième film. » Absolument. Universal nous a dit « On veut une suite au film, vous allez la faire ?» Un deuxième film, c'est super. Mais ce n'était pas prévu au programme à la base. Il va donc falloir se remettre au travail et vite pour écrire une suite. Ni une ni deux, Gale s'y met et file montrer le scénario à Zemeckis, qui le lit et qui lui dit « Ouais, c'est sympa, mais on pourrait faire un truc un peu plus original, un truc plus dingue, un truc qui n'a jamais été fait. On pourrait revenir dans le film, mais le voir d'un autre point de vue. » Gale est emballé. Il réécrit tout. L'idée du Far West, elle reste. Elle était là depuis le début et Gale y tient. Mais du coup, le scénario devient immense, trop long. Il décide de scinder le film en deux. La production accepte, mais avec une condition. Les gars, vous faites comme vous voulez, mais vous respectez le budget. Pas 1 € de plus pour ce film. Et c'est à ce moment précis que l'histoire de ce second film devient complètement folle. Avec un budget pour 2 films, Zemeckis commence le tournage du deuxième opus et enchaîne avec le troisième. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une journée type, ça ressemblait donc à ça. Zemeckis finit sa journée de tournage sur le troisième film, il prend l'avion, il rejoint Gale qui supervise la post-production du second film, ils travaillent dessus ensemble jusqu'au milieu de la nuit. Le lendemain matin, Zemeckis reprend l'avion et retourne sur le plateau du troisième film, et ainsi de suite, tous les jours pendant
11 mois. On s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. On continue de filmer, on ne s'arrête pas. Heureusement, on avait la meilleure équipe avec laquelle on pouvait travailler. Le tournage des 2 films a duré 11 mois et tout le monde s'adressait encore la parole à la fin. 11 mois. Ils ont réussi à produire 2 films en parallèle, avec la même équipe technique, impliquée et focalisée pendant près d'1 an. Extraordinaire. Avant qu'on ne se quitte, voici quelques fun facts pour le plaisir. Pour la bande originale du film, c'est Huey Lewis and the News qui ont été approchés. Lewis était hyper flatté, mais il leur a dit « Écoutez les gars, vraiment c'est super sympa, mais j'ai jamais composé pour un film et je suis pas à l'aise avec ça. » Alors il leur a simplement donné la dernière chanson qu'il avait composée, The Power of Love. Alors certes, il n'était pas très à l'aise de composer pour le film, mais par contre, il l'était beaucoup plus pour tourner dans le film, car c'est bien lui que vous voyez gentiment recaler Marty McFly pendant son audition. Audition pendant laquelle il joue The Power of Love. Petit clin d'œil réussi. Toujours sur une note musicale, durant la scène où Marty McFly chante Johnny B. Good, I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. ce n'est pas lui qui chante Johnny B. Good, mais Mark Rimbaud. Jusque-là, rien d'exceptionnel dans l'information. Là où ça se corse, c'est quand Mark Rimbaud s'est rendu compte qu'il n'était pas crédité au générique. Bah oui, monsieur souhaite être crédité pour son travail et on peut le comprendre. Pour éviter les problèmes, la production a calmé le jeu en lui disant « Écoute, on ne va pas te créditer, mais on va te donner un petit pourcentage sur la bande originale du film. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve qu'entre son nom dans le générique de fin et le pourcentage sur la bande-annonce du film, il y a probablement gagné au change. Pas mal de répliques du film comportaient le nom du président de l'époque, Ronald Reagan. Par conséquent, il a fallu que la Maison-Blanche approuve chaque ligne avant qu'elle ne soit mise dans le film. Quant à Reagan, il a adoré le film, à tel point qu'il s'est même servi de l'une des répliques dans l'un de ses propres discours. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être en vie. Une période d'émerveillement, d'exploits héroïques. Et comme ils disent dans le film Retour vers le futur, là où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. Retour vers le futur a été interdit en Chine parce que le concept de voyage dans le temps était vu comme un portrait irrespectueux de l'histoire. Last but not least, la voiture, la DeLorean, n'est pas unique puisqu'elle avait en réalité 3 modèles différents sur le tournage. Il y avait la voiture dite Hero, qui est la voiture qui comportait toutes les décorations dessus, tous les petits détails. Elle était utilisée pour toutes les scènes où on voit clairement la voiture. Ensuite, il y avait la deuxième qui comportait un petit peu moins de précision, un petit peu moins de détails, mais qui servait uniquement aux cascades, aux scènes de tournage. Et ensuite, il y avait la troisième qui était juste un processus de voiture et qui servait à tourner les scènes à l'intérieur de la voiture et à la place de Marty McFly. C'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura quand même appris certaines choses. Et puis restez connectés parce qu'on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Allez, coupez.